Ok, bon, eh ben, salut mec, voilà, on fait semblant de se dire salut, en fait, ça fait 20 minutes qu'on lutte avec Skype Exactement. pour se mettre notre setup. Alors, bon, déjà, c'est bien qu'on ait pu savoir ce soir, parce que bon, ça fait un petit bout de temps qu'on parle de cette vidéo. Et puis, on va dire dans le YouTube français, il y a Mhm. deux mecs avec qui je suis bien en phase idéologiquement, c'est toi et Rage. On est, on va dire, je pense qu'on se correspond quasiment sur du 100%. Euh, voilà. Après, ce serait par rapport au véganisme, pour atteindre le 100%, tu vois, ça, t'en parles pas dans tes vidéos. Enfin, je t'ai pas trop entendu en parler. J'en ai Donc, pas encore parlé, j'en prépare une vidéo là-dessus, mais j'ai beaucoup trop de vidéos en projet, donc je peux pas te dire avant combien de temps, mais ouais, ouais. j'ai un petit angle intéressant sur la question. Ouais. En tout cas, t'es productif, ouais. Ça on voit bien dernièrement. Et donc, le sujet que je t'avais proposé et qui t'a branché, c'était de parler de la maltraitance institutionnelle des enfants et son utilité pour l'État, pour pouvoir garder le contrôle et un certain pouvoir. Et en fait, c'est un point clé de ce système. Mhm. Et donc, tu me disais que tu étais en train de même de faire un reportage là-dessus, donc ça tombe bien. Ben ouais, parce que après, sur ma chaîne, j'avais interviewé un monsieur qui s'appelait Ramin Farangui, qui est un des cofondateurs de ce qu'on appelle l'école dynamique de Paris, qui est donc une école démocratique, qui est une école où on n'impose pas aux enfants la moindre contrainte. Enfin, si, ils doivent être là. Voilà, il y a juste une contrainte de présence, tu vois, mais ils n'ont pas de prof, pas de programme. Et on les laisse, on crée juste un climat de sécurité avec des adultes référents qui sont là des fois qu'ils aient besoin. Ils ont un environnement avec des accès Internet, des livres, des trucs. Ils peuvent demander des profs s'ils ont besoin de compétences spécifiques en maths, en musique, en ce qu'ils veulent. Mais où on essaie de pas les dresser, quoi. Tu vois, de pas leur habituer, de pas les habituer à obéir, en fait. Ouais, ouais. L'inculcation de la soumission, c'est le but de l'éduc national, hein. Enfin, Hmm. enfin, même le fait d'éduquer déjà, d'imposer une discipline, ça veut dire que tu veux déjà formater. C'est un formatage en fait. C'est que tu as un plan pour formater le cerveau du mec. C'est exactement ça. Et du coup, fort de ce constat, parce qu'effectivement, bah, on peut voir que dans tous les grands régimes fascistes, etc., l'embrigadement des enfants, c'est quand même une priorité. Et bon, bref, bon, on va pas refaire l'histoire ici, la plupart des gens la connaissent, je pense. Et donc, du coup, moi, je suis allé voir sur place. J'ai offert de mon temps bénévolement là-bas depuis entre septembre et puis là j'ai arrêté d'y aller il y a, je sais pas, 2, 3 semaines, un truc comme ça. Voilà, et j'ai animé là-bas pendant donc quoi 6 mois, on va dire, une espèce de petit atelier discussion, philo, réflexion, psycho, quoi, en gros, avec les jeunes qui voulaient. Et ouais, c'est un sujet sur lequel bah, je travaille énormément parce qu'effectivement, j'ai remarqué, si, pour la petite anecdote par exemple, à un moment donné, il y a, avec le fils de Ramin qui a été élevé comme ça dans cette atmosphère-là de non-directivité, de respect fondamental de son individualité, à un moment donné, je l'ai croisé. Et quand je vous parle du fils, il est tout petit, hein, tout petit. Je sais pas quel âge il a exactement, mais il a même pas 3 ans, quoi. Hein. Et t'as C'est, constaté que déjà c'est pas le même level. eh ben non, c'est pas le même level. À un moment donné, j'ai fait un truc comme ça, mais complètement habituel dans notre socioculture. J'ai approché ma main de ses cheveux. Et il m'a regardé, il m'a fait non, genre me touche pas. Et il avait l'habitude qu'on respecte sa, Hum. sa, sa bulle, quoi. C'est vrai que tu touches pas, dans notre culture, tu touches pas les cheveux de quelqu'un quand t'as pas été présenté ou pas au-delà d'un certain point, quoi. C'est un geste hyper intime, en fait, Bah ouais, ouais. dans notre culture. Même de toucher, tu vois. Enfin, Ouais. même je trouve que faire la bise, ce genre de truc, moi Mmh. ça m'a toujours choqué. Mmh. C'est très bizarre comme truc. Qu'est-ce qui te choquait dans la vie? C'était le contact physique, entre guillemets, obligatoire par la socioculture, c'est ça le... Ouais. Tu vois, puis surtout avec les petits, c'est un truc que tu vois, c'est commun en fait. Les parents qui disent allez, vas-y, fais un bisou, machin, le truc, ça veut vraiment dire ton corps t'appartient pas. C'est nous qui Ça. on te subcommunique qu'on fait ce qu'on veut avec ton corps. Et les mêmes parents après, ils vont dire à leur gosse attention, s'il y a un monsieur
qui vient, qui veut te faire des trucs sexuels ou quoi, il faut nous le dire, il faut pas se laisser faire, machin, alors qu'il les conditionne justement à se laisser faire avec ce genre de choses. Et sur l'âge du fils, il y a un truc aussi qu'on peut dire, c'est que en général, les gens qui naissent, qui arrivent dans cette société-là, il y a beaucoup de parents qui s'en débarrassent en les dropant dans des crèches et tout ça. Et bah, c'est pareil, tu vois, c'est des environnements qui sont dégueulasses pour un bébé, tu vois, tu mets pas un bébé là-dedans. Ils vont être mélangés à plein d'autres gremlins qui font que de gueuler. C'est traumatisant, tu vois, ça les flingue déjà. Il y a Molineux qui donnait des études comme quoi les gosses droppés dans les daycares, ils développent des symptômes d'abandon. Ils sont en contact d'autres enfants. Bon, tu sais que tu en as environ 10% d'après les stats qui sont abusés, qui subissent des violences. Enfin, ils sont encore plus niqués que la moyenne. Et puis, bah, t'as le personnel de ces établissements-là, c'est des endoctrineurs aussi. Ils font partie à part entière de tout le système qui sert à casser les gosses. Donc, rien qu'à 3 ans, bah, voilà, tu le confirmes, on peut voir une différence de level entre un gosse qui a été respecté et un qui a subi le parcours standard, en fait, hein, de dressage. Et j'ai vraiment remarqué, si tu veux, parce que j'ai pu regarder, moi je suis allé là-bas, hein, en essayant de faire un travail de scientifique en fait, mais pas un travail de scientifique, tu sais, paumé dans ses livres qui va pas sur le terrain. J'ai vraiment essayé d'aller mouiller le maillot là-dessus, et donc bah, je suis en train de préparer un documentaire qui va essayer de résumer un petit peu et de proposer des réflexions autour de tout ça. Bon, j'en reparlerai en temps voulu sur ma chaîne quand il sera le moment d'en parler. Mais je dis ça parce qu'on a eu des petits soucis de caméra, on a perdu je sais pas combien de jours de tournage, donc du coup je sais pas si on va y arriver, mais bon. Ah ouais, c'est dommage. Hein, Bon. ouais, c'est dommage, bon, on va improviser, voilà. Mais en tout cas, quand même une expérience assez riche là-dessus. Et effectivement, j'ai remarqué chez quasiment tous les enfants que j'ai pu trouver là-bas une espèce d'individualité. Tu sais, sur ma chaîne, je parle souvent de vide de soi, tu sais. Et ben là, j'ai trouvé effectivement des gamins chez qui on respectait bah, qui ils étaient, et du coup qui n'avaient pas besoin de se mettre dans cette espèce d'inhibition de l'action chronique comme ça, et qui étaient capables de dire non, et qui étaient capables de prendre vraiment leur place alors qu'ils étaient encore enfants, et bah, parce qu'ils étaient simplement dans un univers bienveillant, avec des adultes bienveillants qui étaient là pour les écouter, et en tout cas certainement pas pour les soumettre en tout cas. Et effectivement, bah, je continue de me poser des questions à ce stade. J'ai toujours pas vraiment de réponse. Bon, comme pour l'instant j'ai pas d'enfant en âge d'être scolarisé, ça m'arrange bien de ne pas avoir de réponse. Tu vois, donc, mais voilà, je prends mon temps pour continuer de réfléchir. Mais effectivement, ce qui est assez clair, c'est que dans plusieurs vidéos récemment, là, je proposais des stats sur les ravages de l'éducation nationale. Alors, effectivement pour les plus grands, mais oui, de ce que j'en vois, même pour les plus jeunes, c'est absolument terrible. Je trouve ça absolument terrible. Ouais, et c'est une clé de voûte de ce système-là, en fait. Enfin, tu, tu sais que les gosses abusés, bon, bah, ils ont plus de chances de devenir des criminels, tout ça. Et ça, c'est très important pour l'État, en fait. Ils ont besoin d'avoir des gens qui sont flingués de base, afin de pouvoir avoir des criminels dans la société. Donc, soit ils vont avoir des gars qui vont être fucked up et qui vont plus tard devenir des criminels publics, qui vont entrer dans la police ou l'armée, ou alors bah, des criminels privés qui vont pouvoir servir à justifier les premiers, les publics. Et enfin voilà, c'est un point clé quoi. Je partageais hier sur ma page Facebook comme ça un témoignage très touchant qui était passé sur France Culture, où en fait c'était un témoignage de flic, entre parenthèses, moi j'en ai eu plein d'autres dans mon histoire directe là, qui racontait comme ça comment est-ce qu'il s'était retrouvé dans la police, mais prisonnier dans une espèce de conflit mimétique, c'est-à-dire que lui se voyait dans le camp du bien, etc., de l'ordre républicain contre les bandits, quoi, effectivement. Donc, non, mais c'est cool, tu vois, quand t'es gamin, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu te dis, ah, je suis dans le camp du bien, vas-y, c'est cool, je vais protéger la Ouais, ouais, ménagère, bah ouais, etc. C'est une jolie narration, quoi, tu te poses pas plus de questions, et qui, au fur et à mesure, il racontait comme ça comment est-ce qu'il voyait ses collègues commencer, par exemple, à parler, à manquer de respect à des gens qu'il contrôlait.
lors de contrôles d'identité, avec l'espèce d'envie secrète que ça dérape pour pouvoir sortir la matraque, le tonfa, pour pouvoir faire des trucs comme ça. Et il commençait à se poser de plus en plus de questions. Et il racontait comment il se mettait à culpabiliser de plus en plus, parce qu'il remettait en cause l'ordre établi, etc. Puis du coup, il n'avait pas trop le droit d'en parler. Et il racontait, j'avais trouvé ça très très touchant, il racontait qu'il avait parlé de ça à un psy. Et que le psy lui avait dit, ah non, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut que vous partiez, hein, c'est bon pour vous, etc. Et ce que j'avais adoré dans ce court reportage comme ça de 20 minutes, c'est que tu pouvais remplacer police par à peu près n'importe quelle secte qu'il y avait. C'était exactement le parcours normal du gars qui commence à émettre des doutes sur le dogme, à commencer à essayer de dire ouais mais quand même, etc. et qui n'ose pas sortir, quoi. Et qui racontait, qui témoignait comme ça à l'attention de ses autres collègues, du genre si jamais vous n'êtes pas aligné avec votre conscience, le faites pas. Et effectivement, je crois qu'effectivement, il est dans l'intérêt d'un certain système de reproduire une certaine forme de violence institutionnelle, puisqu'effectivement, il se base là-dessus. Ouais. Puis tout simplement, l'étatisme, ça commence à la maison, en fait. Hein. Donc, dans Alice Miller, le bouquin C'est pour ton bien, qui est un classique du truc. Bon, je pense que tu l'as lu, tu sais, quand elle fait la comparaison avec. De l'enfant doué. Non, l'autre son. On a écrit plusieurs. C'est pour ton bien, c'est son plus connu où elle fait l'analyse de la montée du nazisme en fait, tu sais, avec l'éducation germanique super stricte et tout ça. Et puis pendant plusieurs chapitres, elle parle de ça en fait, du fait que c'était pas un hasard si ce type de régime-là était sorti de l'Allemagne par rapport au type d'éducation qu'ils ont. Et du coup, ça fait penser que la France, bon, ça a plein de désavantages. Par rapport à ça, au camp d'endoctrinement, c'est quand même un truc. L'État n'a pas encore cru utile d'interdire aux gens de sortir leurs gosses des camps d'éducation. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne. L'Allemagne, t'es obligé de les mettre dans un camp avec un programme spécifique, tout ça. Alors qu'en France, tu peux quand même faire du homeschooling ou chez toi ou par association. Voilà. En Europe, il y a Allemagne et Grèce qui sont comme ça. Parce que de ce que j'en ai vu, là, justement, la question des écoles démocratiques semble être de plus en plus. C'est pas évident parce que tous les gens que j'ai vus dans le milieu des écoles démocratiques sont de très très bonne volonté. Ils ont simplement envie de permettre à des gamins de bien grandir dans un milieu sain et safe pour eux. Hein, donc c'est en soi. Voilà. Et du coup, ils essayent de collaborer au maximum avec l'éducation nationale, avec les inspecteurs, etc., pour que ça puisse être reconnu, validé, etc. Mais il y a un énorme problème qui se pose avec ça, qui est celui de la validation de ce qu'ils appellent le socle minimum des aptitudes, savoir lire, savoir écrire, savoir compter. Et en fait, ils se retrouvent face à des gens qui ont effectivement une autre philosophie qui consiste à dire, plutôt que de postuler qu'un gamin doit savoir faire ça, à tel âge, qui consiste à dire, en fait, les gamins, on va leur faire confiance. En fait, on va laisser la vie dans les gamins, aller chercher la connaissance, aller chercher le truc, ça prendra le temps que ça prendra. Et effectivement, au départ, moi j'ai eu la même réaction que tout le monde, je me suis dit, ah bon, quoi, est-ce que c'est pas un peu trop libertaire, un petit peu trop permissif, etc. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas d'opinion tranchée. Je ne sais toujours pas, parce que je vois des gamins qui y arrivent très très bien, qui ont bien profité de leur liberté, d'un espace de confiance quand ils étaient gamins, tu vois, ils te le disent, ils disent, ah ouais, moi j'ai kiffé, on m'a pas fait chier, je suis allé à mon rythme, c'était vraiment bien, etc. Et en même temps, je vois aussi que ce sont des enfants qui sont extrêmement intelligents, la plupart surdoués là-dessus, parce qu'effectivement, fatalement, ça draine un certain public. Je trouve ça extrêmement compliqué. Je cherche des études scientifiques sur le sujet. Il y a une littérature qui est encore très très faible parce que c'est un phénomène encore émergent. Même si historiquement c'est assez ancien, ce qu'on appelle les écoles Sudbury, etc., c'est assez ancien, mais il y a peu de scientifiques qui se sont vraiment penchés sur l'impact et en essayant de neutraliser les variables. Et au-delà de ça, même en discutant, je me suis même rendu compte que aborder ça avec une démarche strictement scientifique n'était même pas forcément pertinent. En fait, là, tu parlais d'études concernant l'efficacité du truc. Et l'efficacité, en fait,
elle est secondaire, puisque c'est basé sur le principe que tu respectes l'individu. Donc, si tu commences à aller là-dedans, ça veut dire que si quelqu'un te sort une preuve comme quoi l'endoctrinement forcé est plus efficace, du coup, tu serais obligé de laisser tomber l'idée. Donc, Mais c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que, en fait, plus je voyais les enfants et plus je me posais des questions sur essayer d'évaluer le truc et de me faire un avis là-dessus, plus en fait ça me faisait une espèce de miroir du manque de liberté qu'on avait eu à mon égard. Et en fait, quelque part, ce que tu dis là sur le camp d'entraînement, en fait, c'est de l'utilitarisme. Ça rejoint complètement la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne sur l'utilitarisme, qui consistait simplement à dire, bon, on vit dans une société qui fonctionne sur une base utilitariste, tu sais, genre, ben voilà, on peut voler on peut voler deux, trois gars si ça profite à l'intérêt général, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour, et où en fait c'était encore des restes que j'avais dans mon psychisme, tu vois, autour de ça, alors que putain, je fais un boulot de dingue pour essayer de déconditionner les gens et de me déconditionner de plein de choses, mais c'est dire si les injonctions hypnotiques sont hyper solides, quoi. Hyper solides. ta vidéo d'utilitarisme où il y avait Tatiana Ventos dedans, Exactement. qui est une... Excuse-moi, pour la petite anecdote, je précise que je l'avais contacté avant pour l'inviter à discuter, effectivement. Comme j'ai même pas eu la moindre réponse, je me suis permis de prendre des éléments de ses vidéos sans, je pense, trahir son propos. qui est une ancienne travailleuse de ces camps d'éducation forcée. Tout à fait. Elle était prof de littérature, je crois, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Elle lisait ses ratures alors. Voilà, c'est ça. Voilà, qui ensuite est passée chez Mélenchon et puis qui maintenant va faire cavalier seul là-dessus. Effectivement. Mais parce que pour moi, elle incarnait complètement une espèce de point de vue utilitariste. C'est pas la personne Tatiana en soi, je la connais pas et peu importe. Mais oui, pour moi, elle incarnait comme ça cette espèce d'utilitarisme qui disait, bah, il y a qu'à Faucon, en gros, et sans se rendre compte effectivement de toutes les personnes broyées par des décisions basées sur un utilitarisme naïf en fait, par un utilisme. Parce que bon, il y a probablement des gens qui peuvent défendre un utilitarisme un petit peu plus intelligent. A priori, pour l'instant, je ne les ai pas rencontrés ou je ne les ai pas lus. Je reste ouvert à l'idée, mais en tout cas, là, on était vraiment dans ce que je pourrais appeler un utilitarisme naïf qui ne définissait jamais la notion d'intérêt général et qui, par contre, avait aucun problème à employer la violence. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas le terme, utilitarisme, en fait, c'est l'utilitarisme du collectif, quoi, des gens globaux. Ça veut dire, si ça sert à la masse, l'individu a plus aucun droit. C'est la démocratie, en fait, hein. Dès le moment où tu es en minorité, tes droits sont niés, on te marche dessus. Et ouais, voilà. Je lui ai mis un petit mot là encore, je lui ai remis un petit mot à un endroit, bon là encore pas de réponse non plus, donc je vais laisser tomber parce que je sais de parler à des gens qui répondent, c'est quand même plus enrichissant. Mais où effectivement, après les histoires de Notre-Dame, tu sais, les dons, les trucs comme ça, il y a eu tout un pan de la France qui a dit ah mais en fait il y a de l'argent. Ouais. Et en gros, elle avait fait mais là encore, je veux dire, c'est pas elle, je veux dire, c'est pas. Enfin, il y a tellement de même internet de gens qui ont tweeté ça, etc. C'est qu'il faut bien voir que c'est pas une réflexion personnelle. À ce niveau-là, ce sont ce qu'on appelle des éléments de langage qui sont repris encore et répétés avec en gros un point de vue qui consistait à dire les gilets jaunes se cassent la tête depuis des semaines, on leur dit qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'en fait, regardez les riches, etc., il y a de l'argent. Et je lui ai juste mis un petit mot, je disais, oui, mais c'est un détail, mais c'est pas ton argent. Mais elle n'a pas l'air d'avoir accès à cette nuance-là. Enfin, c'est elle, le point de vue, peu importe, je ne suis pas là pour Oui, personnaliser les socialistes, quoi. Voilà. Et il y avait vraiment une espèce de tâche aveugle qui consistait à dire la notion de propriété ne rentre pas dans le. On pourrait en plus discuter de la pertinence de la notion de propriété, la remettre en cause, etc. On pourrait carrément. Mais la notion de propriété au sens mais presque animal en fait n'avait pas l'air de la. Ouais. Donc. Bah ouais. Bon, c'est France, je m'y suis fait. En fait, bon, tu peux avoir la propriété des terres et tout, de l'eau, tu vois, des rivières, ok, ça se discute. Après, quand c'est un outil de travail qui a été créé, tu vois, un mec qui crée une usine, qui monte un business, ben, il a créé quelque chose avec son esprit. Donc, les socialos, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est que l'esprit des gens, il soit accaparé par l'État, hein. C'est ça leur grand fantasme.
il nie y a même quelque chose ça. que j'entends très très souvent qui est une espèce de dire oui mais c'est pas équitable, tu sais, parce qu'il y a des gens qui partent avec Mm. plus ou moins de capital de départ. Et effectivement, je vois là aussi une énorme tache aveugle dans cette narration qui est le fait que le début du jeu était équitable. Le début du jeu c'était le Big Bang, a priori, enfin, à notre connaissance plus ou moins, et donc du coup à ce moment-là c'était à peu près équitable et qu'il y a une espèce de sélection darwinienne qui s'est faite et qu'en fait ils n'ont pas l'air de se rendre compte que le jeu continue sur plusieurs générations. C'est-à-dire que c'est une espèce de truc qui dit, ben non, c'est forcément ma propre vie qui est l'échelle de temps à laquelle il faut se représenter les choses sans se rendre compte que la vie, la biologie en général, n'a rien à foutre d'un échelon de 70 ou 80 années et que le jeu se fait sur des millénaires, des millions d'années. Et bon, là encore, il y a l'air d'avoir une espèce d'énorme tache aveugle de l'idéologie là-dessus, ouais. Ouais, il y a ça, ouais, il voudrait. Enfin bon. Du coup, pour arriver à faire en sorte que toutes ces idées socialistes soient disséminées, bah, il leur faut un système d'endoctrinement. Et on le voit très bien, tu vois, avec les gilets. On a des mecs qui se font crever les yeux par les flics parce qu'ils commencent à les ouvrir. Et puis, malgré ça, bon, ils protestent contre l'État et ils espèrent en même temps faire des deals avec l'État en pensant en retirer un bénéfice, en demandant des trucs comme le rétablissement de l'ISF et ce genre de choses. Les mecs veulent en fait, ils n'ont pas de problème avec l'État. Leur problème, c'est que l'État leur marche trop dessus. Et eux, en jouant, ils veulent continuer à jouer à ce jeu-là. Sauf que bon, ils aimeraient bien gagner et que l'État vole quelqu'un d'autre qu'eux pour leur donner le fric. Et bon, voilà, hein, enfin, ça c'est grâce à l'endoctrinement qu'il y a eu. Ils sortent pas de ça. Pour eux, il n'y a pas d'autre chose qui existe. Donc même s'ils se sentent mal à tel point qu'ils sortent dans la rue et qu'ils se bougent le cul et tout, ce qui est, bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui se bougent le cul pour protester de certaines injustices, tout ça. Et puis en Mhm. plus, ça permet de montrer ce que c'est que l'État, vu qu'ils ont réagi violemment. Il y en a qui l'ont découvert avec horreur et, et effroi. Putain, les mecs, ils nous tirent dessus, ils nous arrachent les mains et tout. Et ouais, t'as cru quoi? Tu peux voter, ouais, tu peux voter et mettre un État en place, et pour en sortir, il faut faire la guerre. Hein. C'est pas, tu vas voter quand c'est trop. La démocratie revient jamais en arrière. Elle ne peut que aller en avant et s'endetter de plus en plus. Mm. Tu sais, moi, quand j'avais vu le début des Gilets jaunes, au départ, j'ai regardé ça, et je me suis dit, oh non, ça y est, genre, au tout départ, je me disais, ça y est, les mecs commencent à piger, tu sais, moi, j'avais lâché prise depuis longtemps, je me disais, bah non, c'est mort, etc. Ah oui, Et non, non, c'est... quand j'ai vu qu'ils commençaient, tu sais, à murer les mairies, tu sais, je m'étais dit, oh, ça y est, ils ont pigé qu'il faut le faire manu militari, tu vois, et je trouvais ça sympa enfin, pour moi, tant qu'ils étaient dans le symbole, ils avaient aucune chance, parce que la réalité symbolique, quelqu'un qui est Mhm. dans le réel, le symbole, il s'en fout, quoi. Tu vois, c'est tu fais les arts martiaux, je fais les arts martiaux. Tu sais bien, tu sais, c'est une fois que t'as projeté un mec par terre, c'est pas le moment de faire oh, tu vois, on s'en fout, quoi. C'est dans un vrai combat, il faut y aller, quoi. Tu vois, sinon, voilà. Et du coup, quand ils commençaient à murer les mairies, etc., je me dis, putain, ça y est, je voyais les mecs arriver sur Paris avec leur putain de tracteur, leur truc, machin. Je me dis, ça y est, ils y sont. Et moi, je m'attendais vraiment, à partir du quoi, deuxième, troisième week-end, je m'attendais à ce que les mecs ils sortent les carabines de chasse, qui commencent à tirer vraiment sur les CRS et que ça commence, tu vois, à y aller à l'ancienne, quoi. Et d'ailleurs, j'avais vu des mecs qui disaient justement, mais des mecs de la police qui disaient, mais si jamais les mecs nous tirent dessus, nous on le fera plus, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que même les flics étaient prêts à démissionner. Mais j'ai remarqué qu'il y avait dans la manière qu'avaient les Gilets jaunes de faire une espèce de respect inconscient. Alors, deux choses. Ou alors c'est le résultat d'un conditionnement qui est à l'autorité, une soumission à l'autorité qui est tellement ancrée qu'ils n'osent pas y aller, parce qu'ils sont encore complètement hypnotisés. Ou alors c'est simplement qu'ils répugnent encore entre guillemets, se faire justice eux-mêmes. Alors évidemment, je ne suis pas en train moi, je suis contre dans l'absolu qu'on se fasse justice soi-même, mais effectivement, quand on est face à une espèce de méta-mafia qui est super organisée, souvent c'est ça, ou se faire saigner, bon, voilà, ils se saigner quoi. Bah ouais, ouais. Mais c'est moche. En fait, il y avait une vidéo où tu disais, finalement, c'est ceux qui sont le plus endoctrinés et qui sont le plus en accord avec ce système étatique et de soumission qui le subit le plus.
de par le fait que pour eux c'est ok, c'est normal. Et, euh, et bah c'est ce qu'on voit là en fait, hein. On voit les, tu vois, enfin quand tu repenses aux taxes par exemple, donc à l'époque il y avait, enfin avant il n'y avait pas de taxes ou très peu. Et puis il y a des gens qui ont voulu commencer à acheter des voix par le système démocratique. Donc, bah, une voix, un vote, il faut. Tu vois, c'est pas comme un business, quoi. Tu peux pas t'adresser à une niche qui va payer beaucoup et être des gros clients. T'es obligé de faire de la masse. T'es obligatoirement sur du mass market. Voilà. Tu vas pas vendre des Lamborghini, à quelques personnes, tu vends du PQ à tout le monde, quoi. La démocratie, c'est de la vente de papier cul, en fait. Et du coup, bah, il faut que tu plaises au maximum de personnes. Donc, bah, ce qui marche bien, c'est de dire, regardez, on va taxer les riches qui ont beaucoup de sous, et puis je vais le donner à vous, quoi. Et bon, bah, les gens ont adhéré à ça, donc il y a eu de plus en plus de taxes, qui étaient peut-être au début que sur les riches, et puis graduellement ça s'est étendu, parce que t'as un mec pour se faire élire, il fait une promesse, donc il taxe une partie de la, comment on dit, de la base de bétail fiscal. Et puis, bah, s'il veut se faire réélire, il peut pas retaxer les mêmes, il les a déjà retaxés, il va pas encore augmenter les taxes dessus, donc il est obligé de taxer d'autres personnes. Bon, il augmente aussi, bien sûr, maintenant il ne peut pas que augmenter. Et puis après, il y a le suivant qui se retrouve avec le nouveau gouvernement. C'est pareil, pour pouvoir satisfaire tout le monde, se faire financer, il doit promettre des subventions, des trucs. Donc, bon, il y a les taxes d'une part, il y a aussi l'endettement et l'inflation qui est du vol aussi, hein. Et, et puis bah, graduellement, voilà, les gens qui à la base s'étaient fait amadouer à demander des taxes, c'est eux qui se retrouvent à les payer. Et puis ben les riches, s'ils étaient riches à la base, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent se démerder, ils se sont optimisés fiscalement, et puis et puis finalement, tous ceux qui payent des taxes se sont tirés dessus tout seuls. Ils se Ben, sont. si jamais, là, moi j'aimerais inviter les internautes, parce que c'est très intéressant à faire, on peut faire ça en 2 clics, c'est simplement d'aller retrouver, par exemple, sur le XXe siècle, l'évolution du taux de prélèvement obligatoire en France. C'est extrêmement intéressant. On voit que genre, la courbe, elle fait comme ça, mais enfin, c'est simplement astronomique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au départ, les mecs, ils ont dit, ouais, mais ils bronchent pas. Non, non, ils bronchent pas. Bah, alors, s'ils bronchent pas, on y va. Mais vraiment, à la façon tu sais, d'un lascar dans la rue qui commence à te demander si t'as pas du feu, puis après, qui commence à te fouiller les poches, etc. Ah, tiens, il y a 2 euros, et qui les prend, et qui se barre avec, quoi. Il dit, bah, le mec bronche pas, donc, bah, vas-y, on y va, quoi. Et ils l'ont vraiment fait comme ça, à l'ancienne, comme je dis. Ouais, vraiment, quand je suis tombé sur ces chiffres, j'ai dit, oh non, ils ont osé. Mais c'est impressionnant de voir au début du XXe siècle à quel point les taux de prélèvement obligatoires étaient au final relativement raisonnables et rejoignaient ce que certains minarchistes, par exemple, quand ils parlent de flat tax, on était à peu près sur ce taux-là. Tout début du XXe siècle. Aujourd'hui, la France est quand même le pays avec le plus haut taux de prélèvement obligatoire d'Europe. Mmh. Cette année, on est devenu premier. Oui, on est passé la deuxième à la première place. Et ouais. Et d'où le. Enfin, ce système-là, il est pas soutenable. Il est voué à s'effondrer à un moment. Faut qu'il y ait un reset. C'est cyclique, c'est normal. Enfin, ceux qui mettent ce système en place le savent. Et donc, bah, pour que les gens s'en rendent pas compte, voilà, il y a besoin de les formater sévèrement. Et voilà. Mais enfin, le coup des gilets jaunes qui captent pas le truc et qui continue à avoir ce respect, comme tu disais, pour l'autorité, à dire la police avec nous, tout ça. Bon, après, en même temps, tu vois, la police, ils ont un statut assez spécial, je trouve, en France. Ils sont, ils sont les sbires de l'État, et en même temps, ils ont aussi le statut d'esclave. Tu vois, ils ont pas d'avantage pour, euh, pour faire cette tâche-là. Ils ont un espèce de rôle de capot, en fait. Et ils sont eux-mêmes considérés comme des esclaves. Tu vois, c'est assez bizarre. Et ils se font un peu niquer des deux côtés, en fait. Le statut de flic est étrange en France. Tu vois,
tu prends les US, c'est très différent, hein. La police US, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les PD, c'est des vrais gangs, clairement. Alors que bon, en France, la police, c'est un gang aussi. Maintenant, c'est moins marqué. Mais les PD, enfin, si sur Facebook, tu suis un peu les, les fanpages de PD, de groupes de flics et tout, tu vois que c'est... Il y a tout le style. Je sais pas comment on Tout le dit. style, tu veux dire les codes des gangs, enfin, Ouais, avec tous les codes des gangs, en fait, tu vois. Et puis, ils sont protégés par l'État. Enfin, pour qu'un flic ait des problèmes là-bas, faut vraiment qu'il ait abusé. Des fois, tu vois qu'il y a même des flics, ils arrêtent des gens sur la route, ils les violent et tout. Bon, voilà, tu vois, avant qu'ils soient condamnés, c'est chaud, quoi. Les mecs, ils peuvent tuer, ils ont quasiment tous les droits. Et ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, t'as même beaucoup de flics qui se plaignent que c'est l'inverse. Ils se font cracher dessus par les lascars et tout. Enfin bon. Après, bon, ils sont protégés par rapport à d'autres trucs. Ça dépend qui, en fait. Là, bon, on voit avec les gilets, les mecs, ils peuvent viser les yeux, arracher des mains, tout ça. C'est ok, quoi. Ils sont protégés. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend. Enfin, il faut que ce soit face à des gens qui menacent vraiment l'État. Et bon, c'est vrai que les gilets, apparemment l'État se sentait menacé par eux, donc on dirait qu'ils ont donné carte blanche visiblement. Et ouais, en temps normal, ils ont pas d'avantage en fait. Ils bossent pour l'État, ils sont du camp de l'État et en même temps considérés comme des esclaves quoi, mal payés et tout enfin bon, voilà hein, tout le. J'ai l'impression qu'il y a une logique là-dedans qui est plutôt, qui est plus que capot, qui est quasiment une espèce de métaphore, tu sais, du prisonnier véreux qui accepte d'avoir, tu sais, de rendre quelques comptes au directeur de la prison Ah pour avoir une douche en plus et quelques cigarettes, ouais quoi. On est presque plus là-dedans, ouais en fait. Tu vois, ouais quasiment. Et effectivement, oui, Mais en fait, quelque part, si tu regardes bien, ça fait le lien avec la théorie des rats de laborie, en fait. C'est quand tu vis dans un monde comme ça et que t'es stressé à fond, et ben le simple fait, mais qu'on te donne mais ça de pouvoir te permet de, ah, ça va, je suis pas. Il y avait des études qui étaient sorties il y a pas très très longtemps comme ça sur comment il y avait les hiérarchies de dominance chez les humains et qui montrait qu'en fait, les personnes qui ont le plus gros stress pour maintenir leur dominance, enfin, c'est pas tout à fait vrai, on va dire, je simplifie un petit peu, c'était pas ceux qui étaient tout en, enfin, effectivement, être tout en haut te stresse parce que t'as tout le monde qui veut prendre ta place et ok. Mais Hmm. en général, si t'arrives comme ça tout en haut, c'est aussi que tu as les ressources et que t'es pas un bleu-bit et que tu peux quand même réussir à gérer le truc, etc. Donc même s'il y a un gros stress, il y a aussi des grosses capacités à gérer le stress. Mais une des pires positions, c'était la position non pas de celui qui est tout en bas de la hiérarchie, vraiment le troufion de base, non, c'était celui qui était l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'était l'horreur, parce que ça veut dire qu'au moindre faux pas, il arrivait troufion tout en bas. Et que c'était vraiment une des positions qui étaient les moins enviées, justement, parce qu'ils avaient tout à perdre et au final, pas grand-chose à gagner, parce que même s'ils se défonçaient, ils arrivaient avant-dernier. Ouais, alors que si jamais ils se merdaient, ils arrivaient tout en bas, et là, c'était vraiment le déshonneur éthologique à fond, quoi. Ah ouais. Sans parler du risque pour risquer sa vie, etc. et des conditions de travail qui sont très très difficiles. Hmm. Ouais, ouais, bah en plus, c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, on va dire c'est cool quoi. Flic, ça va. Enfin, moi j'ai eu des potes flics qui me disaient on se promène, voilà, c'est fun quoi. Il y en a d'autres qui me disent c'est la misère, c'est chiant. Il y en a, ça va, ils aiment bien. C'est la promenade pour eux quoi. Ils font leur truc, ils sont avec leurs potes. Maintenant, quand le système va vraiment commencer à s'effriter, quand il y aura vraiment plus de budget, quand, quand il faudra vraiment que ça parte en hyperinflation, ouverture des vannes et que l'État, il n'y aura plus trop moyen de manœuvrer avec les taxes parce que la tax base elle sera défoncée, parce que de candidat en candidat, de président en président, bah, à chaque fois la tax base s'érode. Les gens, bah, ceux qui ont des sous, ils se barrent, ceux qui connaissent un peu, ils se défiscalisent, ils ouvrent des sociétés à l'étranger, ils se mettent résident fiscal ailleurs, ils font des TWI ou Five Flag Theory, stratégie, histoire de se protéger, et puis les pauvres d'en bas, bah, ils sont déjà tellement taxés, on peut plus trop aller, on peut plus trop aller loin.
ceux qui étaient middle class qui diminuent parce que les gens ils se rendent compte que finalement tu as presque plus d'avantages à être au RSA qu'à aller travailler. Bon bah du coup, ouais, il y a un moment où le métier de flic il va devenir difficile, ouais. Bah, en plus, c'est ce qui est en train de se passer. Enfin, moi, je regardais un petit peu les chiffres là sur le Oui, nombre car ils ont eu les de augmentations. riches qui se barrent. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis plutôt un optimiste. J'aurais plutôt tendance à croire que le truc devrait. Mais c'est ce que je me raconte, hein, c'est vraiment. Mais j'aurais plutôt tendance à croire que le truc devrait partir plutôt vers le haut. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, certes, il y a de plus en plus de créateurs de richesse qui se barrent. Bon, ça, c'est un petit peu malheureux, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui votent. Que justement, l'autre jour, on regardait des espèces de projets de loi où des mecs qui voulaient essayer d'amener l'âge du vote à 16 ans. Ils disaient ce serait vachement bien si on pouvait voter à partir de 16 ans. Comme ça, c'est une façon un peu artificielle de gonfler Ouais, le taux ouais. de. Bon. Moi, ce que je vois, c'est dans ce genre de stratégie, c'est une stratégie qui est pensée à très très court terme, où effectivement, c'est vraiment, j'en sais rien, des élus qui arrivent à 35 ans, 40 ans en poste. Ils arrivent, voilà, ils ont 40 ans ou 35 ans, c'est leur premier poste un petit peu, machin. Ils n'ont pas encore palpé énormément d'argent, mais ça y est, ils arrivent à un truc où ils peuvent réussir à se faire construire un peu leur piscine en Corse, etc. Et à la limite, pour eux, le challenge, c'est qu'il faut que ça tienne 10 ans de plus, quoi. En 10 ans, ils peuvent palper un maximum. Donc là, j'ai l'impression qu'ils en sont là et que chaque homme politique est vraiment en train de jouer à très très court terme pour essayer de grappiller un petit peu de pognon. Ouais, ouais. Parce qu'une stratégie comme ça où tu fais voter les jeunes à partir de 16 ans, bon, effectivement, tu reboostes un petit peu artificiellement le nombre de personnes qui votent. Ça va pas durer. Ça veut dire que les mecs, au lieu d'être dégoûtés de la politique à 24 ans, bah, ils vont être dégoûtés de la politique à 18. Ouais. Et où en fait, du coup, derrière, ils vont devoir faire voter les jeunes de 14 ans. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme la crise des subprimes, quoi. On sait qu'ils mettent des rustines sur des rustines sur des rustines et que le truc va s'effondrer. Mais effectivement, ils peuvent gagner encore 10 ans, peut-être. C'est possible. Bah en fait, l'histoire du vote, elle est secondaire, je pense, parce que les gens, enfin, c'est le principe de cette vidéo, quoi, hein, c'est que tant qu'il y a l'endoctrinement, les gens, de toute manière, ils seront pas capables de s'imaginer ce que ça peut être la liberté et d'avoir une vie normale, sans contraintes, enfin, voilà, je veux dire, à tous les niveaux, qu'on parle euh, de ce que les parents obligent à faire à leurs gosses au niveau du, de l'école, du travail, de la soumission, tu sais, de leur corps à des étrangers, comme on disait avant, des châtiments corporels que la plupart des gens trouvent ça normal, tu vois. Il y a, enfin, tant que c'est comme ça, finalement, peu importe le mécontentement des gens, ils ont que ça. Et, et bon, après, il y a, tu vois, sur le gain des électeurs, on va dire, ouais, c'est vrai que eux, leur but, c'est d'avoir des électeurs qui donnent plus de pouvoir à l'État. Maintenant, même s'ils utilisent des artifices comme baisser l'âge du vote ou faire venir des migrants, parce qu'ils savent très bien que c'est des populations qui votent beaucoup en faveur du pouvoir à l'État, de toute manière, tant qu'ils ont le pouvoir d'endoctriner les gosses et de les casser dès qu'ils sont jeunes, bah voilà, ils seront très puissants, hein. Ça C'est pour restera. ça que vraiment, je crois, je suis peut-être un peu naïf, ce ne serait pas impossible du tout, hein, mais je crois, ou en tout cas c'est pour ça que ça m'intéresse, voilà, je vais plutôt dire que ça m'intéresse plutôt que je crois, parce que je suis pas sûr de croire au-delà d'un certain point, mais je crois que l'éducation justement alternative sans violence, ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, justement, cette habitude d'obtenir la soumission par la violence, l'intimidation ou l'hypnose, la plupart du temps c'est par des formes dérivées d'hypnose sur l'enfant, je crois qu'une génération entière élevée avec ça, enfin élevée justement dans un respect de ses frontières et sans violence éducative ordinaire, ben, pourrait simplement arriver face à l'État et dire simplement ben, juste non quoi. Enfin, et trouver ça tellement saugrenu à la limite qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et je pense que ça peut arriver très vite parce qu'un gamin qui a aujourd'hui 5 ans ou 6 ans qu'on met dans une école comme ça, et il arrive, il a 18 ans dans 12 ans. Hein. Hmm. Donc ça Ouais. peut être en fait extrêmement rapide. Et ça j'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être rapide. Et le fait de côtoyer comme ça des gamins et des ados
justement dans le cadre de mon expérience de l'école démocratique, m'a fait réaliser qu'effectivement, je dis ça de 6 à 18 ans, mais même un gamin qui rentre dedans là-dessus, voilà, à 8 ans et qu'on sort à 16 ans, déjà, surtout si on lui donne le droit de vote, c'est jamais qu'en 8 ans. Donc c'est incroyablement court. Par contre, bon, ça représente 0,5% des parents, tu vois, qui mettent leurs gosses dans ces institutions-là. Donc ça se fera quand même sur plusieurs générations. De toute façon, les humains, ils progressent. Hein. Enfin, on voit quand même que niveau idéologie, même si au niveau de certains trucs, ça reste toujours cyclique, tu vois, il y a quand même une prise de conscience, quoi, au fil des siècles qui se fait. Enfin bon, en tout cas, tu vois, depuis 200 ans, on a vu quelques changements quand même sur plein de trucs. Surtout qu'en plus, les écoles démocratiques, il y a encore, je sais pas, 3-4 ans, il y en avait peut-être quoi, je sais pas, c'est à la louche, retenez juste l'idée générale, mais il y en avait quoi, 3-4 sur le territoire. Là, rien qu'en septembre, là, il y en a une trentaine. Et j'ai croisé à peu près, je sais pas, au moins 20 ou 30 personnes qui ont envie d'en ouvrir une pour la saison prochaine. Donc je sais pas où ça va s'arrêter, mais ça veut quand même dire que c'est en train de pousser comme des champignons un petit peu partout. Alors on est d'accord que malgré ça, ça reste des petites structures comme ça, et que déjà s'il y a 2000 enfants qui naissent avec ça, et qui grandissent avec ça dans tout l'Hexagone, c'est déjà formidable. Effectivement, mais enfin, si jamais ceux-là font des petits, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, l'État va devoir dépenser beaucoup de ressources pour les contrôler alors, parce qu'ils peuvent pas les laisser, tu vois, c'est trop une menace pour eux. Disons que c'est vrai que pour l'instant c'est marginal. Donc, ouais, je crois qu'ils commencent à mettre le nez dessus et à comprendre effectivement De toute façon, quand quelque chose est marginal, ils s'en foutent. Tu sais, il y a toujours l'État lance son grand filet, ça va capturer 95% des citoyens, et puis il lance plusieurs filets comme ça sur plusieurs domaines. Et puis bon, ils savent très bien que les 5% qui restent, ça va être difficile, ça vaut pas le coup, c'est du Pareto après. Hein. Par contre, si sur les 5% qui restaient, il y a quelque chose qui commence à devenir un problème sérieux, une liberté qui était laissée parce qu'elle n'était pas importante, bon hop, il suffit de pondre une loi, ça à partir de maintenant c'est interdit, ça devient trop gros, ça nous casse les couilles. Ça menace notre pouvoir absolu, donc hop, et c'est vrai que des écoles comme ça, bon, ils savent bien que c'est trop important. C'est le seul truc qui fait qu'ils peuvent tenir le coup, en fait. C'est l'endoctrinement des gens. Des bébés, et ça, enfin, au moment où leur cerveau est en train de se construire, où ils n'ont pas encore d'individualité très forte, et puis il faut les casser, quoi. Donc s'il y a une institution, enfin c'est pas une institution du coup, enfin s'il y a quelque chose qui vient contrer ça, un projet qui contre ça, il faudra qu'ils trouvent un moyen de contrôler ça, quoi. Au moins de le contrôler, au dans moins les de le années ralentir. 90, ils avaient déjà fait fermer pas mal d'écoles alternatives à la grande époque de la chasse aux sectes. Ça marchait bien ça pour fournir un support légal, ouais. pour justifier ce genre de truc là, ça c'était pas mal. Non, il est probable aussi que de toute façon, d'une manière générale, avec le développement des écrans et d'une vie de plus en plus connectée, moi ce que j'attends de voir aussi, c'est à quoi va ressembler le système scolaire dans 15 ans. Et notamment, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'université, la notion de diplôme, etc. Et sur comment est-ce que le développement des MOOC et de l'enseignement par module, par Internet, va se développer. Et dans quelle mesure, en fait, au bout d'un moment, des jeunes générations qui vont justement être élevées dans une espèce de culture de l'instantanéité avec les portables, les tablettes, etc., dans quelle mesure ils auront plus du tout la patience ou l'envie de se concentrer pendant longtemps sur un prof soporifique, et dans quelle mesure, mais dans le sens où ils n'y arriveront même plus, tu vois, dans le sens où ça deviendra une espèce de torture psychologique. Une aberration, ouais, tout simplement. Voilà. Parce que leur cerveau ne sera plus formaté pour ça, justement, à cause de la technologie, et qu'à un endroit, justement, le pouvoir dominant ne va pas pouvoir à la fois encourager le développement technologique qui permet la contrôle de masse, et en même temps freiner l'accès à la technologie. À un moment donné, il va devoir gérer un truc, et il ne pourra pas raisonnablement l'interdire aux enfants. Et donc, du coup, les gamins, peut-être de plus en plus tôt, pourraient avoir accès justement à, tiens, voilà, ce matin, je fais un cours de biologie par Internet, cet après-midi, je fais un cours d'histoire
par Internet, tu vois, avec des trucs comme ça, ou dans quelle mesure ce démantèlement technologique de l'éducation pourrait aussi permettre éventuellement de limiter, entre guillemets, la mainmise sur l'État, étant entendu que moi, j'en finis quand même par ne même pas être sûr de souhaiter la disparition de l'État, dans le sens où même si effectivement je continue de le trouver totalement illégitime, ça c'est évident, mais je veux dire, moi, pour moi, ce qui compte le plus, enfin, et encore, je suis sûr de rien. De toute façon, là, je discute comme ça avec toi, tu vois, voilà, on brainstorm un peu, mais c'est tant que tu peux en sortir. Oui, de toute façon, ça se fera comme ça forcément. Tu peux pas dire allez, on supprime l'État. Tu vois, c'est comme C'est ça. c'est rien que le Brexit. Tu vois déjà, Voilà. il faut le mettre en œuvre. C'est un peu compliqué. Donc, t'imagines l'État, ça se fera par étapes. Et une fois que l'État sera devenu une monarchie, la dernière étape, ce sera bon bah tant qu'à faire, il y a tellement de fédérations déjà concurrentes à ce que fait déjà l'État, on va mettre l'État volontaire. Et puis Voilà. ceux qui veulent se désinscrire de l'État, ils peuvent le faire, quoi. Voilà, avec une espèce de concurrence, d'ouverture à la Ouais, concurrence comme ça, et voilà, je trouvais ça, voilà. ça C'est, va se terminer comme ça. Ce sera la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière. Avant qu'on dise, bon, bah en allez, tout on cas, ça, supprime c'est le l'État. scénario si on n'est pas dans un truc à la Black Mirror, justement, à la chinoise, avec note de civilité et Big Brother qui gagne avant. C'est un peu les principaux scénarios, il me semble. Ouais, parce que... Ouais, mais tu vois, dans Black Mirror, c'est les gens qui se notent entre eux. Donc, ça marcherait pas. Tu vois, les gens, ils se noteraient quand même bien. Enfin, tu vois, en fait, dans Black Mirror, les gens qui s'internotent, du coup, c'est de l'anarchisme. Donc, Oui, je donc disais Black Mirror, moi ça j'ai même marcherait pas pas. vu la série, tu vois, Ouais. je sais que c'est une référence là-dessus, je pensais plus à un système à la chinoise, tu sais, où tu peux perdre des points Ouais. si tu traverses hors des clous, etc. Ce genre Chez de les truc, c'est Chinois, beaucoup c'est l'État qui effectivement. te note. Ouais, Tu vois, voilà. c'est l'État qui a son système. Voilà, tu t'es ami avec telle personne, machin, bon bah bim, ta note descend. Et effectivement, si jamais c'est les mecs qui se notent entre eux, si jamais c'est les gens qui se notent entre eux, je pense qu'on pourrait voir probablement arriver à émerger des gens qui refuseraient ce système, qui dès qu'il y aura une note mettraient toujours la note maximum avec un grand sourire et qui pourriraient l'algorithme de l'intérieur un petit peu comme pendant la guerre mondiale dans les tranchées quand t'avais les patrouilles allemandes et les patrouilles françaises qui se croisaient, tu sais, comme les mecs ils n'avaient pas du tout envie de se tirer dessus, ils voulaient juste rentrer chez eux. À chaque fois qu'ils entendaient un truc là-bas, ils disaient oh j'ai cru voir un truc là-bas, etc. Ils s'évitaient consciencieusement, donc ils jouaient pas le jeu. Ouais. Avec une espèce d'intelligence globale collective innée, voilà, un reste de bon sens, quoi, un truc autour de ça. Hmm. Effectivement, ça je connais pas bien Black Mirror, mais écoute pas. En, en parlant ouais, d'évolution de la société, toi, t'avais une vidéo que tu voulais faire sur le féminisme. T'en parlais, Elle arrive, je vais l'écrire et ce mois-ci, là, oui. ouais, et tu sais, Je vais voir plus loin. on, on pourrait parler aussi tu sais, quand il y a eu les débuts du féminisme, bah, c'était aussi une aubaine pour le pouvoir d'inciter les meufs à aller travailler. Parce que du coup, elles devaient dropper leurs gosses dans des facilities, quoi, et les mettre à l'école ou dans les daycares et tout ça. Ce qui a énormément augmenté le contrôle de l'État sur les enfants. Et bah, ça leur a permis d'en prendre le contrôle encore plus jeune et d'augmenter les heures d'école. Parce qu'avant, c'était pas autant. Tu vois, maintenant, dans les camps, c'est quoi? C'est 40 heures ou 45 heures par semaine qui font les enfants. Alors que, tu vois, il est dit que au siècle dernier, enfin où il y a 100 ans, c'était beaucoup moins. Et Oh, je crois qu'ils en sont quand même pas là, parce que même s'ils commencent alors, parce que d'une part, ils commencent très tôt, ils commencent vers 8 heures, mais bon, ils sont quand même dehors vers 16 heures, hein, les gamins, tu vois, donc rajoute une demi-journée du mercredi où ils ont pas école, on est plutôt, à mon avis, sur des semaines de 17 ou 20 heures, enfin, on suffit de faire le calcul rapidement, hein, je pense qu'on est très oh, loin du 40-45 heures, hein. non, 20 heures, non. Parce que, enfin, moi, Attends, je calcule rapide. de mon époque en primaire, c'était 6 heures par jour. Donc déjà, Ouais, c'est t'as ça, c'est 24, ça. plus il y avait une demi-journée.
Attends, 6 heures Ouais, par ouais, jour, c'est vrai que ça fait pas tant que ça. 6 fois, Enfin, 6 fois 5, 30, moins une demi-journée. Allez, 27 heures. Allez, je te le enfin, fais à 27. t'avais 7 heures par jour, tu sais, avec le repas et tout, parce que ça, c'est aussi du temps sous lequel t'es sous l'emprise Certes. des dresseurs, hein, même si t'es C'est pas vrai. officiellement en train de bosser. Non, non, ça, c'est vrai. Et donc bon, t'avais 4 fois Ouais, ouais, 7 les vas-y, jours allez, pleins. 27-30, quoi. Allez, vas-y, oui, oui, Ah, ça marche. c'était le samedi matin qu'il y avait cours. Ouais, ouais. Mm. Donc il y avait 27 plus 4, ouais, ça faisait 31 d'heures de présence. Et puis après, t'avais les, les dreadful devoirs à faire, à exécuter. Par contre, après, collège-lycée, c'est plus, t'as plus d'heures. Mm. Là, ouais, c'était violent. Après, je me rappelle, tu, tu pars le matin, il fait nuit, tu rentres à 18h, il fait nuit, quoi. Quand c'est Ils l'hiver. ont, ils ont un projet de loi là où justement il y a des mecs de sciences d'éducation qui travaillent là-dessus, sur l'impact pour les gamins de se lever quand il fait nuit comme ça et de commencer à 8 heures ou de commencer à 9 heures, alors que la plupart du temps, justement, comme maintenant les mecs sont tous sur leur smartphone ou leur tablette, ils se couchent de plus en plus tard et donc du coup leur cerveau ils sont chroniquement crevés et donc ils Ouais. pensent comme ça, essayer de raccourcir les vacances et essayer de faire commencer les gamins un petit peu plus tard là-dessus. Bon, mais alors qu'effectivement en termes de programmation, c'est extrêmement intéressant de programmer les gamins à se lever tôt alors qu'ils n'ont pas envie, puisqu'effectivement, tu crées des connexions neuronales entre guillemets d'esclaves, Hmm. où tu les habitues à se lever alors qu'ils n'ont pas envie de se lever. En fait, tu les habitues à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, ce qui rendra plus facile ensuite après l'acceptation d'un bullshit job ou d'un truc comme ça, ou d'un job alimentaire, en fait, tout simplement, d'être au service d'une structure au lieu de se faire leur propre vie. Ils acceptent, ils, ils acceptent l'idée que c'est normal de faire taire ton corps pour faire ce qu'on te dit, pour faire Voilà. ce que les maîtres te disent. Même si ton corps est crevé, que normalement, si t'étais un mec instinctif qui avait pas été entravé dans son développement, tu saurais que, ah tiens là, je suis fatigué, il faut que je dorme encore, c'est anormal, j'ai dormi que 6 heures, enfin, voilà, c'est pas normal, c'est bizarre, je suis décalé. Là, le mec se dira, bah non, c'est comme ça. J'ai mis le réveil, il a sonné, je dois me réveiller, même si c'est dur et tout, et on y va. Alors qu'en hypnomachie, un des tout premiers exercices fondamentaux quand on découvre la self-défense psychologique pour essayer de résister à l'hypnose et à l'influence, c'est de revenir aux sensations corporelles. Parce que la sensation corporelle, le moment où tu as un mec qui veut te vendre une voiture, le moment où tu as un mec qui veut te la faire à l'envers, en gros, Ouais, tu sais, ouais. qui te baratine ton néocortex, tu as toujours une sensation corporelle qui est un reste de truc animal qui te dit ah non, là on est en train de te la faire à l'envers, quoi. Et c'est justement de revenir à ce rapport au corps, quel que soit le moyen. Et effectivement, ouais, comme tu dis, c'est une programmation pour essayer de se dissocier de son corps, ouais, de se dissocier gravement de son corps. Alors là, il y a un truc important à dire, tu vois, je raconte ma vie, les plus grosses bananes de plus gros calibre que je me suis pris dans ma vie, et ben après coup, je me suis dit, ouais, c'est con, je le savais, instinctivement, j'aurais dû y aller plus à l'instinct. Donc voilà, s'il y en a qui écoutent ça, qui sont en train de peut-être se faire mettre des bananes, et que vous avez des petits red flags qui vous sont apparus au niveau instinctif, eh ben ça trompe pas normalement, hein. C'est ça. Faut en prendre compte. Ouais. Il y avait justement un début, notamment par exemple en communication non violente, justement, ils essayent de faire en sorte, il y a Marshall Rosenberg, souvent il dit, je paraphrase, hein, mais il dit quelque chose du genre, quand j'ai une relation avec toi et que tu fais quelque chose pour moi, j'ai envie que tu le fasses pour moi parce que tu as de la joie à le faire, pas parce que tu te forces ou que tu te contrains ou que tu te coupes de ton corps pour le faire. Sinon, bah, c'est nul, quoi. On est simplement en train de se forcer d'être dans un rapport de violence. Et effectivement, c'est carrément possible d'avoir avec d'autres êtres humains, que ce soit entre des enfants ou des adultes ou entre deux adultes, des rapports qui sont basés sur la joie et la libre contribution. Mais effectivement, du coup, on n'aurait pas forcément besoin d'État dans ces cas-là si tout le monde avait accès à ça sereinement. Donc, effectivement. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, on en est là et on fait avec tout le manque d'amour qu'on a pu avoir qui nous a fait nous couper de notre corps, toi, moi, les autres, tout le monde, quoi. Et puis on fait de notre mieux. On pourrait résumer le truc, le but de l'État, enfin on va dire la stratégie de l'État, l'action principale à faire de l'État, c'est à inciter les esclaves à se couper de leur corps et à faire taire leurs sensations et leurs instincts, qui pourraient être leur allié toujours en toutes circonstances malgré tous les formatages.
Moi, j'avais un de mes maîtres en art martial comme ça qui parlait d'un moment donné où on réalise, au-delà d'un certain niveau de pratique, on réalise, je cite, la sagesse profonde contenue dans la pratique des arts martiaux. Et ben voilà, moi j'ai mis 25 ans à comprendre que cette sagesse profonde, c'était exactement ce que tu exprimes là. C'est cette espèce de bon sens qu'a n'importe quel animal sauvage, et de retrouver cet instinct-là. T'es au-delà de mettre des coups de poing dans des trucs, dans des machins, oui, bon, ça va, c'est sympa, hein, mais voilà, cette espèce d'instinct comme ça, l'autre jour, je regardais comme ça une vidéo c'était un formateur de la police madrilène, je crois, un truc comme ça, qui faisait un séminaire comme ça à Paris, et qui montrait, et donc, le truc avait l'air plutôt pas mal, il y avait pas de bullshit, il y avait pas d'idéologie, c'était que du pragmatique, que du truc très direct et tout. Et à un moment donné, les gars, ils disent, bon, on va se faire un petit combat, couteau contre bâton, etc. Et là, il y a un mec qui arrive et qui dit, bon, surtout, tu sors pas de l'air de combat, hein. Et là, j'ai regardé, je fais, merde. Alors que normalement, n'importe quel gars qui a un petit peu d'instinct, il y a un gars avec un couteau, un bâton, qui lui fonce dessus, la première chose qu'il fait, c'est de sortir de l'air de combat. C'est une évidence absolue. Et c'est aussi un truc où, si on parle d'arts martiaux, où certains arts martiaux certains arts martiaux passent par une forme de transe hypnotique, c'est-à-dire te poussent dans une espèce d'ultra-violence pour y aller, alors justement, au-delà d'un certain niveau, on essaie de cultiver cette présence à soi-même qui fait qu'on va y aller quand il faut y aller, mais on va aussi ne pas y aller quand il faut ne pas y aller, ou juste changer de trottoir quand on a changé de trottoir. Et où en fait, l'usage de la violence, de la force et des stratégies concrètes est en fait extrêmement rare en termes de nombre de fois. Exactement comme un animal, où la plupart des animaux dans la nature préfèrent en général éviter le combat avec un prédateur, parce qu'en général, voilà, ça leur coûte trop cher. Ils n'attaqueront que s'ils sont acculés, en général. Ou quand ils chassent, évidemment. Mais c'est un bon sens, effectivement, qu'on perd, et avec la civilisation, et où malheureusement beaucoup de pratiques martiales ne permettent pas de retrouver ça, parce que les gens ont une espèce d'imaginaire mythologique de un combattant, etc., alors qu'en fait, dans le fond, c'est pas ce qu'ils sont. Ouais, ça me rappelle des petits scénarios de self-défense à l'entraînement, tu sais. Il y en a un, il fait l'agresseur, il fait file-moi ton portefeuille, et l'autre, il cherche à faire une technique, à désarmer le couteau et tout. Puis t'as l'instru qui lui dit, mais non, mais le mec, il a un couteau, t'as rien, barre-toi, quoi, ou fais quelque chose. Et puis il y a un autre élève qui fait, en plus, ce serait dans la vraie vie, il leur aurait donné direct son portefeuille. Et après, on rigole, tu vois. C'est ça. Et bon, Mais effectivement, c'est le résultat d'une certaine forme de conditionnement, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié de voir chez un certain nombre de ces jeunes enfants, j'ai arrivé, il est tard, de ces jeunes enfants, une espèce d'instinct qui était encore un petit peu sauvegardé, qui était encore un petit peu pas trop abîmé, parce que moi j'ai un petit plaisir en tant qu'instructeur d'arts martiaux, bah, du coup je vois passer des générations et des générations de jeunes gens. J'ai énormément de gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans qui viennent pousser la porte d'une salle d'entraînement, hein. C'est sociologiquement, il y a beaucoup aussi de cette tranche d'âge, et puis il y en a qui à force on a des liens d'amitié à force, machin, et où en fait j'ai remarqué que entre le moment où ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, et où ils ont encore ce regard qui pétille, ce regard plein de vie, ce regard d'un gamin voilà, ils sont là, quoi, etc. Et où j'ai remarqué qu'il y a un moment vers 20 ans, 21 ans, 22 ans, où l'œil devient torve, et où c'est en général le moment où ils se prennent le principe de réalité dans la gueule, qui est le moment justement où ils doivent commencer à penser avoir un avenir, et où ils sont plus protégés par papa, maman ou par l'environnement, etc. Et où il y a quelque chose hypnotiquement qui se met il y a un voile devant les yeux qui se met, et où il y en a qui arrivent à passer ce cap, j'ai remarqué, en gardant ce regard brillant et ce poil vif, mais c'est vraiment pas la majorité. Et effectivement, j'ai vu tellement de jeunes gens se faire avoir comme ça. Alors moi, j'essaie de les aider à protéger ça un petit peu, mais voilà, c'est quelque chose, ça fait 20 ans que j'observe ça, et ça me passionne d'étudier ça. bah ouais, de toute façon, le système réussit bien, on est quasiment tous bien flingués, et puis il nous faut beaucoup de temps et de réflexion, tu vois. Alors c'est vrai qu'en plus, les gens qui sont pris dans le système à se faire esclavagiser toute la journée, et puis après ils rentrent, ils doivent emmener leur gosse au docteur, machin, au truc, se faire injecter des poisons dans le bras, tout ça, aller faire un sport encadré encore par des adultes dans un club, machin. Bon bah le mec il a pas le temps de réfléchir à tout ça. Même s'il y a des vidéos fort libératrices qui peut y avoir sur ça, qu'on peut trouver sur ça, ben les mecs, pour eux c'est un autre monde.
tout ce qu'on dit là, ils nous entendraient parler comme ça, et ils se diraient, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est complètement... Ils parlent de secte, de camp d'endoctrinement, de, de dressage, d'enseignement de la soumission. Tu vois, ils comprendraient pas, en fait, les mecs. Et il y a encore un gros gap. Enfin, de toute façon, il y aura forcément une scission dans la population entre, maintenant que l'info est dispo sur Internet, entre ceux qui veulent apprendre et ceux qui veulent pas. Bon, après c'est normal, il y a toujours la masse des suiveurs et tout, et puis bon, bah, voilà, ils suivent un peu plus tard, ils se mettront plus tard, et puis quand il y aura une masse critique de gens éveillés, leaders qui auront assez de poids pour faire changer certains trucs, bon, bah, le reste suivra comme d'habitude, hein. Ceci dit, d'un point de vue strictement biologique, c'est pas absurde non plus de rester dans une certaine forme de soumission. Dans le sens où effectivement, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus agressifs, qui vont peut-être justement réagir davantage et essayer de réagir davantage avec leur sensation instinctive de self-protection. Mais le fait de rentrer en inhibition de l'action, de regarder le sol, de dire oui patron, oui chéri, oui l'État, etc., et de se faire taxer comme une vache à lait, ça peut quand même être biologiquement une stratégie extrêmement intéressante. C'est la stratégie qu'a fait la vache aujourd'hui, quelque part. Tu parlais de véganisme tout à l'heure, mais quelque part aujourd'hui, la vache, elle a réussi en étant en symbiose complète avec l'homme, et dans une certaine mesure, ben, ça marche, parce qu'elle est toujours là. Alors elle n'est pas libre, ça c'est sûr. Bah en fait, tu sais, les gènes ont réussi, ouais. Voilà. L'entité génétique a proliféré. Aujourd'hui, il y a plein de vaches. Ah, par contre, les individus vaches, ils prennent cher. Ils se font torturer, ils sont... Et bon, ça c'est toujours après l'opposition, bah, les gènes qui ont un but, et puis toi l'individu, t'as un but opposé, hein. Tu vois, rien que les corps qu'on a, tu vois, on est fait pour proliférer. Dans nos slips, on a des couilles et tout, c'est chiant, tu vois. Qu'est-ce qu'on fout avec ça, n'empêche. Tu vois, c'est fait pour servir les gènes. Nous, en tant qu'individus, on n'en a pas besoin à la base de ça. Tu vois, pour faire des vidéos sur Internet, pour savoir comment faire de la self-défense scolaire, et puis s'entraîner, gagner des sous pour se construire des belles maisons confortables et avoir un environnement sympa. Bon, tu vois, les gènes, on s'en fout, quoi. Sauf que bon, c'est comme ça que ça marche la biologie, hein. On est des transports de gènes, et du coup, ça fait des stratégies opposées entre les deux, entre l'individu et l'entité. Et ouais, mais ouais, pour revenir aux esclaves, donc bah, le fait d'être soumis, ça peut aussi leur permettre de survivre. Que les individus agressifs, ils durent pas très longtemps, en fait. T'es obligé d'être agressif et en même temps technique. Si t'es que agressif, bon, c'est un peu à la chance, quoi. Tu vois. Moi, je vois les mecs agressifs que je connais qui sont que agressifs et qui ont juste ça. Bon, tu vois, ils ont eu des vies un peu hasardeuses, quoi. Tu vois, ça rentre, ça sort de prison. Des fois, ils ont plein de copines, sauf qu'à chaque fois, ils foirent tout. Tu vois, c'est assez bizarre comme truc. C'est chaotique. Donc après, c'est vraiment... tu sais que sur la masse des gens agressifs, bah, t'en as certains qui vont passer leur gène et tout, ça va se reproduire quand même, ils vont survivre, et puis t'en as plein, ça va foirer. Oui, bah, c'est ce que j'appelais, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, mais c'est ce que la biologie appelle stratégie R, là, dans ma dernière vidéo, tu vois, les différences de stratégie reproductive, et puis, effectivement, avec... Je l'ai pas vu, j'ai un peu de retard, je crois que tes 2-3 dernières vidéos, je les ai pas vues. Eh ben, c'est les meilleurs. Non, non, sérieusement, parce que Ok. maintenant, c'est moi qui fais le montage, donc je m'amuse comme un petit fou et tout. Donc. Ouais, bon, on te fera un peu de pub, c'est vrai qu'on l'a pas fait au début, de toute façon, après, on dira un peu T'inquiète, t'inquiète. ce que tu fais plus en détail. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes primates encore prisonniers des camps de dressage qui m'envoient des mails de temps en temps pour me dire ce que je pense de leur situation aussi, parce que bon, ils connaissent mon avis là-dessus. Et voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme mesure de self-défense scolaire? Est-ce qu'ils doivent plutôt endurer en essayant de prendre le meilleur truc possible, savoir ce qu'ils veulent et esquiver? Tu parles de jeunes de quel âge?
Parce qu'à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, c'est peut-être pas pareil, je sais pas. Tu parles de jeunes de quel âge à la louche? Des gens qui ont assez de conscience pour savoir dans quel merdier ils se trouvent et que c'est anormal. J'ai malheureusement pas énormément de conseils à leur donner. Tu sais, je discutais l'autre jour comme ça avec une jeune fille, elle avait 17 ans, et elle me posait des questions comme ça parce qu'elle voyait bien qu'il y avait un truc qui était louche. Elle voyait bien, elle me disait non, il y a un truc qui est louche, qui est louche, qui est louche, c'est pas normal, il y a à cet endroit-là, il y a de la violence, etc. Et je lui disais oui, 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 c'est vrai, il y en a, tu vois bien. Et en même temps, plus sa lucidité augmentait, plus elle se rendait compte qu'elle était encore mineure et que du coup, elle ne pouvait pas se soustraire à cette violence. Et en fait, sa conscience ne faisait qu'augmenter le sentiment d'atrocité en fait qu'elle Ah vivait ouais. et augmenter la dissonance cognitive. Et du coup, c'était absolument atroce. Et je l'ai déjà constaté ça avec beaucoup de jeunes qui ont à la fois cette qualité et ce défaut d'être très lucides très très tôt. Non, moi j'ai malheureusement pas grand chose. J'ai pas de conseils à leur donner parce que je prétends pas de donner des conseils à la vie, mais faites ce que vous pouvez, les gars. Faites ce que vous pouvez. C'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, on est passé par là, on vous soutient. Voilà, bon, toi, t'as un peu le même âge que moi j'ai 39. Ouais, ouais. Donc voilà, on est de la génération d'avant. C'était pourri comme vous. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul à savoir que c'est la merde et faut faire au mieux, ouais. Voilà. Et ah si, j'ai peut-être un truc que je peux dire. C'est vous êtes pas fou. Vous avez raison de sentir ce que vous sentez. Non, ça c'est important parce que justement, comme dans ces systèmes-là, le but c'est d'aliéner l'individu, tu sais, de sa sensation, de son émotion, etc. C'est non, non, vous êtes pas fou. Aussi horrible que ça puisse être, vous êtes pas fou. La culpabilisation, hein. Moi je me rappelle d'une qui avait sorti, tu sais, ça c'était au collège, on avait 12 ans, et en fait, dans la classe, il y avait une africaine, tu sais, et Ouais. une vraie africaine, genre warrior et tout, elle se fightait avec les mecs et tout, elle se tapait les racailles, enfin c'était assez marrant. Et bon, bon, c'était une mauvaise élève, tu vois, donc elle était mal vue par les opérateurs à cravache des, du goulag. Ouais, je dis camp d'endoctrinement, ça fait un peu genre camp de concentration machin, sauf que dans l'idée, c'est plutôt le goulag, camp de rééducation politique, quoi. C'est plus proche de ça, en fait. Et donc, il y en avait une qui lui avait sorti une fois, euh, oui, genre c'était au conseil de classe, enfin un truc dans le genre, oui, tu as de mauvaises notes, machin, enfin bon, une série de reproches. Et en plus, tu continues à ne pas aimer l'école, elle lui avait dit. Tu vois, enfin, c'était, c'était vraiment anormal, quoi. Non, mais quelle impudence, quoi. Non seulement tu travailles mal, et tu n'aimes pas en plus notre domination, quoi. Mais je sais pas si tu avais vu ça, mais aux États-Unis, dans les années 70, si je dis pas de bêtises, fin 70, début 80, si je dis pas de bêtises, il y avait eu une espèce d'énorme, vous me corrigez sur Internet dans les commentaires hein, si je dis des bêtises sur les dates, mais il y avait eu une espèce d'énorme scandale comme ça, où ils avaient fait des camps de rééducation pour enfants difficiles, où tu payais quand même une petite fortune, mais Les pour que ton FIMA, enfant... Pardon. les FIMA, Écoute, je sais plus les les camps noms des FIMA. trucs, mais où je sais qu'il y avait eu un putain de scandale parce que le programme, en gros, c'est que les ados, ils étaient allongés par terre à même le sol pendant 8 heures par jour avec des matons, avec des matraques. Et c'était tu bouges pas, tu bouges pas. Et du coup, les gars, ils revenaient après une semaine ou un mois comme ça dans ce genre de camp, ils revenaient, ils étaient tous atteints de stress post-traumatique. Et les parents disaient ah ouais, il est vachement plus calme. Le gars, il était comme ça. Et les gars étaient flingués à vie. Bon, au final, il y a eu des procès avec des millions d'indemnités, mais ça a été une espèce de scandale psychologique, psycho-éducatif gigantesque aux États-Unis parce que plein de parents avaient fait confiance comme ça et les mecs étaient plus traumatisés que s'ils revenaient du Vietnam. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà qu'il venait de familles dysfonctionnelles, ils devaient déjà avoir du PTSD rien qu'à cause de leur vieux. Et alors là, en plus, il y avait ça. Et du coup, ça me fait penser, tu sais, le, le fait de remettre en question les camps d'éducation, c'est encore tabou, tu vois, ça ne se fait pas.
Et c'est de la même manière que tu remets pas en cause tes parents. Il y a aussi ce tabou-là. C'est, ils ont un droit sur toi, tu leur appartiens. Donc tes parents peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Et si tu leur reproches, c'est pas accepté, tu vois. Tout le monde va te dire, ah mais non, quand même, ils se sont occupés de toi, ils ont fait ça et tout. Et il y a le même phénomène avec l'école, tu vois. Moi, enfin, quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, il y avait plusieurs mecs qui me mettaient des coms, des fois, du genre, t'es un ingrat, tu vois, l'école, t'as appris tout ce que tu sais. Des fois, avec même certains exemples qui étaient comiques, hein, du genre par rapport à l'anglais, oui, tu parles anglais, donc c'est que tu as appris à l'école et tout, tu vois, le truc, tu te demandes C'est- d'où ils sortent ça, quoi. J'ai eu les mêmes, c'est des éléments de langage, d'une rhétorique que j'ai déjà vu effectivement, qui consistait à dire ah tu ne reconnais pas la légitimité de l'État et la légitimité de l'impôt, mais c'est pourtant lui qui t'a appris à réfléchir comme ça, Hmm. avec une espèce comme Ouais, ça ils de inversent le raisonnement à truc. rebours, etc. Alors qu'en plus que dalle, c'est des réflexions que j'ai jamais eu là-dessus. Et cet après-midi, j'étais avec des amis comme ça, on discutait, et notamment il y en avait qui avaient fait justement des études littéraires, etc. Et qui par exemple n'avaient jamais entendu parler d'Ayn Rand et qui disaient mince, et voilà, comme quoi la propagande oui, nationale dans les camps, comme tu dis, avait bien marché, puisque c'est quand même la deuxième auteure la plus Bah vendue ouais, aux ouais. États-Unis. Ils connaissaient Harry Potter, mais ils connaissaient pas Ayn Rand. Enfin voilà, on était vraiment sur des aberrations complètes à La mesure. deuxième. Moi j'avais entendu, c'était le deuxième bouquin le plus lu après la Bible. Et, Oui, c'est ça. C'est ça. ouais. Oui, c'est ce que je veux dire, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Non, 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 mais non, toi, tu vois, enfin, je voulais dire, en fait, en te disant ça, que d'habitude, c'est ce qui est dit, et toi, tu Oui. parles en termes de vente. Donc, tu vois, j'avais pas entendu ça. Donc, Non, mais oui, vente, lecture, excuse-moi. Oui, c'est, je suis dans l'idée générale, là. Je suis pas dans les petits détails non, là-dessus. Là, on non, mais discute. Chat, tu vois, j'ai pas mes fiches avec le n- truc, mais non, mais tu veux dire que c'est Harry Potter qui se vend plus non, 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 que je Ayn dis Rand. juste qu'en France, la Ok, plupart des gens connaissent ouais, Harry Potter alors qu'ils connaissent pas Ayn Rand, quoi. C'est-à-dire ouais, que ouais, un c'est exemple, dire ouais. si c'est pas corrélé au nombre de ventes, puisque a priori, Ayn Rand, a Bah priori, ici c'est c'est- quoi? C'est Rousseau, Zola, Germinal. voilà. Ça, on en a bouffé, hein. Voilà, c'est-à-dire avec que des trucs qui valident une espèce de Hum. mythe avec le pauvre qui est méritant parce qu'il est pauvre, etc. Avec un truc, donc ça c'est très très français. Et malheureusement, je pense que ça, ce genre de mythe, on en a encore pour quelques années. À mon avis, je crois que c'est très très proche de certains grands mythes de la culture française, justement. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus bientôt. Ouais, donc le fonctionnement de l'État et de l'école, en fait, c'est de te casser les jambes direct. Et après, ils vont te filer des vieilles béquilles. Et si jamais tu arrives à en faire quelque chose, ils te diront, bah, tu vois, c'est grâce à notre enseignement que tu peux marcher. C'est grâce aux taxes qu'on a pu te payer un fauteuil roulant. C'est grâce à ce que nos camps d'éducation t'ont appris que tu as pu être comme ça. Les mecs, dès que tu réussis un petit truc, ils veulent en prendre tout le crédit pour justifier le merdier qu'ils ont fait. C'est ce que je trouve intéressant comme ça dans les approches des écoles démocratiques, c'est justement de s'autoriser à penser autrement, de dire et si on sortait nos enfants de ça, qu'est-ce qui deviendrait? Et en fait de constater qu'en fait ça va, ils vont très très bien en fait, et que là du coup je trouve que ça ouvre un terrain de jeu absolument gigantesque pour le futur, quoi. Mm, mm. Gigantesque. C'est malheureux hein, quand même que on doive parler de trucs aussi logiques, tu sais, pour des questions qui sont de l'ordre du respect des droits, tout simplement. De dire, bah voilà, le gosse, il veut pas manger, tu l'obliges pas à manger, il veut pas dormir maintenant, tu vas pas lui mettre un coup de gourdin sur sa tronche pour qu'il s'endorme, tu vois. Des trucs basiques, non, il veut pas apprendre ça, ça le fait chier, tu lui fous la paix, tu vois. Enfin, c'est incroyable, hein. Comment on en est arrivé là, à avoir une société comme ça, où les gens aussi massivement trouvent ça normal de niquer leur gosse, en fait. A priori, je crois que ça s'est fait un petit peu comme ça se fait dans les prisons, tu sais.
tu sais, quand tu arrives dans une prison, très souvent, les mecs, ils vont te tester, histoire de voir au niveau animal qu'est-ce que tu as dans le ventre, à quel point tu es un dominant éthologique. Alors, dis trivialement, est-ce que tu vas passer toute ta peine de prison à ramasser la savonnette, ou est-ce que tu vas tout de suite t'imposer comme étant... Mais c'était un petit peu comme à la cour d'école, en fait, quand on était gamin, il y avait un peu le même genre de truc. Et qu'à un moment donné, celui qui est le plus fort, il peut imposer sa puissance hypnotique sur les autres, et à partir du moment où il a imposé sa puissance hypnotique sur les autres, il est libre de les aliéner petit à petit, comme il veut, en fait. Donc ça s'est fait petit à petit comme ça, par une hausse du pouvoir hypnotique, alors avec des narrations autour de la... que ce soit le pouvoir vient de Dieu, ou que ce soit la République française. Après voilà, tu étudies un peu l'histoire, et puis tu comprends assez vite, quoi. Mais derrière le pattern hypnotique, c'est ça, c'est vraiment de mettre simplement l'autre en état d'inhibition d'action. C'est le prisonnier, il vient de tester, etc. Bim, tu leur mets une grosse dans les couilles directement, et alors en général, il a pigé qu'il a associé ta gueule avec moi par terre, et voilà, c'est bon. Toi, tu fais des interventions dans les prisons, je crois. Ah non. Non? Ah non. Ok, On m'a jamais proposé à ce jour. D'accord, non, J'y ok. réfléchirais si on me propose, mais on m'a jamais proposé à ce jour. Non. Ok, ouais, J'ai déjà travaillé avec des jeunes en difficulté dans le 9-3 ou des trucs comme ça, mais ok. dans les prisons. Mais ceci dit, c'est exactement le même principe. Hein. Moi, la première fois que j'étais arrivé comme ça, voilà, pour aider des jeunes dans le 9-3 à avoir un petit peu leur diplôme, bon, ça remonte un petit peu, mais justement, la première journée, il y avait un prof qui m'a dit « Ah, ils sont chauds aujourd'hui, il y a une table qui vient de voler, il est 9h du matin, etc. » Je dis « Ah, ça a l'air sympa. » Et moi, j'y suis arrivé, et bah écoute, toute l'année s'est passée merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Bon. Et je Ouais, crois non, qu'il y mais avait besoin d'un gars qui était capable de les contenir, hein, tout simplement. j'imagine la tête du prof qui, qui t'a dit ça, tu vois. Enfin, il y a un, tu sais, il y a des genres d'incitation aussi, des fois, quand tu vois certains personnels de ce genre d'endroit. Ah ouais, peut-être un petit truc aussi à dire par rapport à la violence à l'école, tu vois. Quand nous avons appris l'horrible nouvelle de cet élève qui a menacé avec un flingue en plastique sa professeure vénérée, tu sais, il y a eu, il y a eu- ça s'est passé il y a 6 mois, je crois, ou un an. Il y C'est a comme eu ça. tout un tollé, tu vois. Et euh, les mecs, bah, tu vois, ils en profitent quand il y a des événements comme ça pour asseoir leur propagande et tout. Et tout le monde suit. Et, bah, il faut quand même savoir que, voilà, pour tous ceux qui sont encore dans ces institutions, la violence à l'école, comme ils disent, ça vient pas des élèves, ça vient avant tout de l'État. Sans la violence de l'État, il n'y aurait pas de contribuables qui se feraient voler leur fric pour payer les salaires de gens qui ont aucun problème à toucher de l'argent sale, prise par la force, pour endoctriner des élèves qui n'ont même pas envie d'être là, qui sont là uniquement parce que c'est la loi, ils sont obligés d'y être jusqu'à 16 ans, à moins que leurs parents fassent le nécessaire pour les placer ailleurs, dans d'autres types de, voilà, d'assos ou quoi, comme on parlait au début. Et, et voilà, donc sans la violence de l'État, en fait, il n'y aurait personne dans ces bâtiments-là, tu vois, ils seraient vides. Et elle vient d'eux, quoi. La violence vient d'eux tous les jours, à chaque fois à chaque imposition, à chaque menace, intimidation, culpabilisation, comme putain, en plus tu n'aimes même pas l'école, mais c'est scandaleux, je vais en référer à ton tuteur légal, quoi. Voilà, pour la violence à l'école. Et il y avait encore un truc qui m'était passé à l'esprit, encore sur un autre point un petit peu clé à dire. Hélas, j'ai oublié, voilà. Mais malheureusement, j'ai oublié, comme dirait Ken, comme je sais que t'aimes bien ces références-là, je sais pas si tu te rappelles de cet épisode. C'était Non, quoi? quand il y a Ken, il se bat avec les soldats de Sauzer, tu sais, puis il y a un des villageois qui est avec lui, il se fait suriner à coups de couteau par le sergent, tu vois. Ouais, Et puis Ken, il va reporter à sa je suis meuf censé au tout ça. village, oui, il est mort, il m'a dit que il avait réussi à faire ça et tout pour rétablir l'électricité dans votre bled. Et il m'a dit aussi plein d'autres trucs, mais malheureusement, j'ai J'ai oublié. oublié. Ouais, tu Ouais, vois, c'est bon, voilà. je l'ai. Ça Tu va. l'as?
Ah, parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent pas, je mets souvent des petits extraits de Ken le Survivant et autres parce que je suis totalement fan de Mhm. Maurice Sarfati, fait à son âme, etc., qui était le doubleur de Ken, de Nicky Larson, enfin voilà, voilà, je suis totalement fan de cette époque, puisque on a le même âge et que tous les deux, on a probablement grandi avec Dorothée, voilà, qui est une autre influence hypnotique dont on parlera une prochaine fois. Ça marche. Donc, sur ton chan, tu parles psychologie, tu abordes plein de concepts en Ouais, psycho, on peut dire ça? bah, c'est une chaîne où en fait, donc ça s'appelle Hypnomachie et où j'essaie de donner aux spectateurs quelques clés pour essayer de sortir justement de l'hypnose quotidienne et des mécanismes d'influence et de tous les gens qui veulent rentrer à l'intérieur de notre cerveau sous notre seuil de conscience. Donc effectivement, j'utilise la biologie, la psychologie, la philosophie et puis d'autres techniques issues de différentes traditions. Voilà, et donc c'est une espèce de petit melting pot autour de ça, et donc on parle de l'hypnose dans les médias, dans la politique, l'hypnose de ta belle-mère, l'hypnose de ton curé, l'hypnose de partout, parce qu'on est entouré. Voilà, voilà. Et Pourquoi? justement, d'apprendre à lâcher et à réorienter aussi sa conscience, parce que typiquement tout à l'heure on parlait de l'État, de la violence qui vient de l'État. Tu vois, moi c'est un truc, ça m'a empêché de dormir pendant très très longtemps cette violence-là. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est moi qui m'empêchais de dormir parce qu'il y avait des gens violents. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des gens violents et je dors très très bien. Simplement, j'arrête de leur faire le cadeau de ma conscience et je me contente d'aller là où il y a des gens libres. Et ben quand je vais là où il y a des gens libres, du coup, je dors mieux. Et alors effectivement, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui se font défoncer le psychisme, des enfants en plus ailleurs. Mais je sais que c'est pas bon pour moi à un endroit au niveau psychique, tu vois, de trop me focus là-dessus. Tout comme c'est pas bon pour moi de me dire, de penser à chaque petit Indien qui est en train de mourir dans Bombay, tu sais, de faim, etc., de soif, en Somalie, de tous les trucs, parce qu'à un moment donné, moi je peux pas sauver tout le monde, je peux pas sauver tout le monde, personne peut sauver tout le monde. La violence, la mort, ça fait partie de la vie, etc. Moi, ce que je peux faire, c'est avoir un univers, typiquement ma chaîne YouTube, etc., où je peux aider des gens qui ont envie de s'en sortir là-dessus et de bien le faire. Et ça, par contre, l'être humain a besoin d'avoir du pouvoir dans sa zone de gratification, dans sa zone d'action. Donc voilà, je me concentre là-dessus. En tout cas, mais que ça Avoir, ne nous empêche pas de réfléchir l'éducation, en tout cas. avoir une influence sur ton environnement proche. Et aujourd'hui, l'environnement proche, ben, c'est Internet. Tu vois, il y a 20 ans, bah, des mecs comme nous, on aurait été tout seul, isolé. On serait dit, putain, mais en fait, je suis le seul à penser comme ça. Et on aurait été déprimé. On serait dit, bon, bah, je fais quoi là, ça sert à rien, quoi. Je fais comme tout le monde. J'ai une vie de merde. Je me fais une belle maison. Je gagne des thunes. Et voilà, et c'est tout. Et je joue à des jeux. Et voilà, je vais à la plage, à glander, voilà, qu'est-ce que je fais? Et là, non, on a un environnement assez étendu, c'est une bonne chose, et donc on a de l'influence dessus, et donc bah, s'il y a pas de moyen de résoudre le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, donc ça sert à rien de se tourmenter avec. Et ouais, l'autre truc, pareil, putain, tu sais, j'ai des trucs à chaque fois, j'ai plein de trucs qui m'arrivent, je me dis ok, faut que je parle de ça pendant que je te dis un truc, et une fois que j'ai fini, j'oublie. Bon, c'est pas grave. Il y avait peut-être une question que doivent se poser beaucoup de tes fans. As-tu sorti le lexique de la définition des termes techniques que tu utilises souvent dans tes vidéos? Salopio. Alors, ma chaîne, elle est conçue comme un MOOC. Elle est conçue comme un MOOC, ça veut dire que j'introduis et je définis les termes que j'utilise au fur et à mesure. Donc ça veut dire que si tu regardes les vidéos J'ai comme vu, espèce de sale fourbe. Tu normalement nous ça se obliges. passe bien, et qu'effectivement, si tu attaques directement avec la vidéo numéro 40, et ben dans ces cas-là, effectivement, ça va être un petit peu difficile. Donc bah voilà, j'invite simplement les gens à la regarder ou à la regarder dans l'ordre, ou simplement s'il y a un mot qui est pas clair et qu'ils ont la flemme, parce que je peux aussi entendre, à mettre un petit commentaire, comme il y en a qui font de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux dire par tel mot à tel timecode? Et dans ces cas-là, je me fais un plaisir de leur répondre. Voilà. Ou sinon, il y a Google qui marche bien aussi pour essayer de comprendre ce que c'est. Voilà. Mais en tout Ok. cas, je réponds toujours aux questions là-dessus. Mais c'est normal parce que, comme toute discipline, l'hypnomachie, mais comme la médecine, la psychologie, la biologie, etc., ben, il y a un jargon. Donc voilà, effectivement, si on débarque comme ça, voilà. Ouais. J'essaye quand même de faire en sorte que le propos soit compréhensible, mais je peux entendre que parfois, certains, voilà, les gens ne regardent pas toutes les vidéos. Ben, Donc voilà. c'est vraiment ta stratégie alors d'obliger le mec, il va voir un pur titre, il se dit waouh c'est bien, hop, il clique,
Et après, ah merde, Non, j'y comprends rien. Bon, il faut que je mais regarde non, depuis le début. non, mais enfin, déjà, il y a plein de gens qui découvrent ma chaîne avec les vidéos 30, 31, 32, etc. et qui comprennent très bien, au final, qui y arrivent très bien. Espèce de mauvaise langue. Et puis, et puis surtout, non, mais par contre, effectivement, oui, c'est une stratégie voulue. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, des fois, qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais faire des vidéos un peu plus simples, etc. Tu sais, il y a un mec que j'aime bien, que tu connais, tu ne peux pas ne pas le connaître, qui s'appelle David Manise. Tu connais David Manise? Pas du tout. C'est vrai, toi qui t'intéresses comme ça à la survie, à des choses comme ça, etc. Bon ben, écoute, voilà. Tu pourras googler Ok. David Manise, je pense que tu vas kiffer. Et voilà, donc il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle David Manise, comme ça, et sur sa chaîne avant-hier, il balançait comme ça une histoire soufie, mais que vous avez probablement déjà vu, tu vois, en gros, qui disait, tu sais, il y a un grand-père et un mec et son fils sur un âne, le grand-père est sur l'âne, le fils est à côté, les gens disent, oh bah le grand-père il se la pète un petit peu, etc. Donc du coup le lendemain, c'est le mec qui est sur l'âne et le grand-père qui marche. Et du coup, ils disent, oh, bah, quel jeune ingrat, il pourrait mettre son grand-père. Du coup, après, ils mettent les deux sur l'âne. Ils font, oh, mais le pauvre âne. Et après, les deux, ils marchent à côté. Et les mecs, ils disent, ah, bah, ils sont cons, ils marchent à pied alors qu'ils ont un âne. Donc, au final, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Donc, moi, un de mes dictons que j'ai toujours, un de mes dictons qui m'a dirigé comme ça depuis que je fais YouTube, etc., que j'adore, c'est quand on fait quelque chose, on a contre soi les gens qui font la même chose que nous, les gens qui font le contraire et les gens qui ne font rien. Donc j'ai une ligne directrice, je m'y tiens, une ligne éditoriale, je m'y tiens, qui consiste effectivement, au départ on m'avait dit il faut pas faire des vidéos de plus de 10 minutes sur internet, les gens ils décrochent, c'est n'importe quoi, moi Non. je fais des vidéos de 40 minutes, 50 minutes, où j'ai le temps de rentrer dedans, les gens ils adorent ça, ils me disent enfin du contenu intelligent sur YouTube, c'est un des compliments que j'entends le plus, donc je vais continuer comme ça. Et je peux comprendre aussi, j'ai une copine, bah tiens, qui est policière, figure-toi. J'ai une copine policière comme ça qui me dit des fois, j'adore tes vidéos, mais c'est un peu dur des fois. Je fais un petit effort. Je lui dis, bah fais un effort, c'est bien. Comme ça, tu vas apprendre. Et ben comme ça, ça va te tirer par le haut, parce que j'en ai marre de voir sur Internet des contenus qui te tirent par le bas. Voilà. Donc en fait, on pourrait dire que dans ta communauté, le Ouais. fait que tes vidéos soient compliquées à comprendre, c'est un nexus. Bon, non, parce que tu vois, là, on en discute calmement. Un Nexus, c'est un truc qu'on n'est pas foutu de penser parce que tout de suite, ça fait péter un câble. Ah Là, je d'accord, te ah c'est dis, mes ça. contenus Ah merde, j'ai rien sont compris. Je croyais qu'un nexus c'était un truc sur lequel il y avait consensus quoi. Tout le monde était d'accord. D'accord. Bon, non, non, j'ai rien capté alors au truc. c'est pas grave. Non, un nexus en psychologie sociale, bon, j'ai fait une vidéo qui explique ce que c'est spécifiquement, mais un nexus en psychologie sociale, c'est un impensé collectif sur lequel il y a certes un consensus, mais c'est un impensé collectif qui fonde dans une certaine mesure la normalité d'une socioculture. C'est-à-dire que aujourd'hui dans notre culture, tu peux pas arriver et dire alors, Matt Chevalier, Wine Might, alors donc vous êtes nazi, c'est bien ça, hein, vous avez en parler avec nous, et donc comment vous faites des orgies pédophiles, ça passe pas. Ça Oui, tout passe à pas. fait, oui. Non, mais tu vois, ça passe pas. Donc du coup, voilà, un Nexus, c'est vraiment quelque chose qui va faire péter un plomb aux gens et qui justement parce que ça va remettre en cause le fait qu'on est un groupe. Voilà. Donc voilà, alors que moi, il n'y a pas de problème. Je fais aussi des fois des petites capsules, des petites vidéos qui font 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Voilà, donc c'est pas, non, c'est pas spécialement un Nexus de machine. Non, non, t'inquiète, je me ferai pas voir comme ça. Ok. Bon, bah les amis, du coup, je crois on est à peu près bon. Yes. Eh ben, ce fut un plaisir. Et je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Et puis ça faisait très longtemps qu'on voulait se faire cette vidéo ensemble, donc ça m'a bien fait plaisir. Ouais, ouais. Et puis bah, c'est vrai que on est tombé sur le bon sujet, quoi. On aura pris le temps pour. Enfin ça, puis ça tombe bien avec ton reportage du coup. C'est. Si on arrive au bout, parce que comme je t'ai dit, on a perdu, genre, je crois, 3 journées entières de tournage, Ouais, genre, ouais, ouais. comme ça. Du coup, ça va. Nos 20 minutes de galère sur Skype au début, c'était rien. Bon, C'était- ben voilà, c'est Baskar, sa chaîne c'est Hypnomachi. Voilà, allez voir. Si vous aimez bien les types d'idées que je soulève dans Wallmight, niveau politique, économique, mental, enfin, on va dire résistance mentale et tout ça, la chaîne de Baskar pourrait vous intéresser. Et j'en profite donc pour te remercier publiquement, puisque tu étais un des premiers à me soutenir. Voilà, donc merci beaucoup pour ton soutien de la première heure. Voilà. Ouais, et moi je t'ai connu grâce à un de mes primates qui m'a mis un com un D'accord. jour.
va voir ce mec. Et donc bah après, je t'ai vu et du coup j'ai retransmis à mon tour aux autres membres de la Horde. Eh ben écoute, super. Eh ben écoute, à bientôt et puis salut Internet. Salut les gars.